Le commentaire de test philosophique, la problématique du texte. Le commentaire de test est l'un des exercices fondamentaux de la classe de terminale en philosophie, bien entendu. L'objectif de cette séance est de vous donner les outils nécessaires pour comprendre la structure d'un devoir et devenir capable de rédiger de manière autonome. Vous êtes en effet soumis à un test, comme celui que vous voyez passer à l'écran. Test à la fin de laquelle on vous demande de faire l'étude aux données et de dégager l'intérêt philosophique. C'est la consigne qu'on vous donne en commentaire philosophique. Mais avant même de commencer la rédaction de l'exercice, il y a une phase préliminaire qui va consister à dégager après lecture certains éléments du test. Ces éléments, on les appelle les éléments de la grille de lecture. Sans ces éléments, vous ne pourrez jamais réussir un commentaire du test philosophique proprement parlé. Raison pour laquelle, dans cette séance, nous allons chercher à nous familiariser avec ces éléments en question, avant d'entamer dans la séance suivante la rédaction du commentaire proprement parlé. Ces éléments qu'il faut connaître sont ce qu'on va appeler les éléments de la grille de lecture. On a ce qu'on appelle le thème du texte. Donc, quand on vous donne un texte, vous devez être en mesure de dégager le thème du texte. Ensuite, on a le problème du texte, la thèse de l'auteur, l'antithèse, l'intention, l'enjeu et la structure logique. Voici un ensemble d'éléments qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser lorsque vous trouvez en face d'un exercice de commentaire de texte philosophique. Ça dit que lorsque vous êtes en phase d'un test de commentaire de texte philosophique, c'est l'élément préalable, l'exercice préliminaire que vous devez chercher à faire. Vous ne devez pas chercher à rédiger un commentaire d'abord sans avoir dégagé ces différents éléments. Il est impossible de rédiger un commentaire de test philosophique avec succès sans d'abord dégager au préalable ces différents éléments. Et donc, ce sont des éléments qui sont très importants lorsque vous voulez faire un commentaire de test philosophique. Voilà pourquoi on va chercher à les connaître et apprendre à les dégager dans un texte. On a d'abord le thème. Le thème du test. Le thème, c'est ce dont il est question dans le test. De quoi parle le test? Et pour trouver le thème du texte, voici un ensemble de pistes qu'il faut suivre. Il faut repérer les mots-clés. Parfois, dans un test, il y a un ensemble de mots-clés qu'on peut constater, qui reviennent très courant. Ces mots-clés peuvent nous servir à dégager le thème d'un test. Donc, il faut identifier les concepts fondamentaux qui sont au cœur du texte. Il peut s'agir d'un concept tel que la liberté, ou la discipline, ou la conscience, ou l'état, ou la religion, le mythe, la raison, etc. Et donc, le thème, il peut s'agir d'un ensemble de concepts que vous avez peut-être même vu au cours. Pour trouver aussi le thème, il faut regarder les éléments récurrents, c'est-à-dire, on va chercher les mots ou les expressions qui se répètent très souvent tout au long du passage. Et donc, il faut aussi regarder l'étude des articulations. Le thème peut parfois se cacher derrière les connecteurs logiques qui structurent la pensée de l'auteur. Donc, quand vous vous trouvez en face d'un test, vous devez dégager le thème du test. Et voici des pistes pour pouvoir dégager le thème du test. 1. Il faut d'abord identifier les concepts fondamentaux qui sont dans le test. Les concepts, ce sont des mots, des idées qu'on voit souvent dans les cours. Il peut s'agir de la liberté, de l'état, de la religion, etc. Mais également, il faut regarder aussi les récurrences, les mots qui reviennent couramment, les idées qui reviennent couramment dans le texte. Il faut aussi faire beaucoup attention aux connecteurs logiques, parce que les connecteurs logiques peuvent révéler au grand jour de quoi il est en réalité question dans le texte. On a ensuite le problème. Le problème, qu'est-ce que le problème? Le problème est défini comme la question à laquelle l'auteur apporte des éléments de réponse dans son texte. Il est essentiel de comprendre qu'un auteur n'écrit jamais au hasard. Il rédige toujours son texte pour répondre à une interrogation spécifique. Le problème représente donc le défi intellectuel ou la difficulté que le texte cherche à résoudre. Et donc, dans un texte, il faut savoir que l'auteur n'écrit pas le texte au hasard. Il écrit dans un objectif bien précis. Il écrit pour répondre à une préoccupation bien précise. Et c'est cette préoccupation-là, c'est cette question qu'on pense être à l'origine du texte qui va constituer pour nous ce qu'on appelle le problème du texte. Et comment trouver ce problème du texte? Comment dégager le problème dans un texte?
Le problème dans un commentaire de thèse philosophique présente une particularité majeure. Il ne se trouve pas en général écrit directement dans le texte. Pour l'identifier, l'élève doit effectuer un travail de déduction et d'imagination après une analyse rigoureuse. Ça dit quoi? Lorsque vous êtes en phase d'un test, le problème n'est pas écrit dans le texte. Non, le problème n'est pas écrit dans le texte. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez imaginer par vous-même le problème qui a pu être à l'origine du texte. Comment procéder? Eh bien, vous allez analyser les propos de l'auteur. C'est après avoir étudié ce que l'auteur dit que l'on peut deviner ou imaginer la question qui a pu susciter une telle réponse. Et donc, pour regarder dans le texte, qu'est-ce que l'auteur dit concrètement dans le texte? Après avoir vu concrètement ce que l'auteur dit, alors vous posez la question, mais quelle est la question qui a pu donner naissance à cette réponse? C'est à partir de là que vous pourrez trouver le problème du texte en question. Et donc, le problème du texte, ce n'est pas le problème qui forcément le problème qui se trouve dans le texte, mais c'est le problème qui donne naissance au texte. Un exemple. Je prends un exemple. Un auteur soutient dans un texte que l'histoire est une discipline qui ne peut être considérée comme une science à proprement dite. Et donc, dans le texte, voici ce que l'auteur dit. Il dit que l'histoire ne peut être considérée comme une discipline à proprement parler. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Et donc, s'il dit que l'histoire ne peut pas être considérée comme une discipline, quelle est la question qui a pu donner naissance à cette réponse? Alors, la question qu'on peut imaginer, qu'on peut deviner, c'est sûrement, est-ce que l'histoire est une discipline? Et donc, l'histoire est-elle réellement une discipline? Par exemple, un auteur soutient que la conscience qui semble éclairer et guider l'homme échoue parfois, car l'homme a un côté obscur qui le pousse à toutes sortes d'agressivité. Et donc ici, il dit que la conscience échoue, parce que l'homme a un côté obscur qui le pousse à toutes sortes d'agressivité. Mais quelle est la question qui a pu donner naissance à une telle réponse? On va la deviner. S'il dit la conscience échoue, parce qu'il y a une force qui prend possession de l'être humain, c'est que tout simplement, on ne peut pas se fier à la conscience. Et donc, la question qui a pu être à l'origine de cette réponse, c'est tout simplement, peut-on se fier à la conscience? Un autre exemple, un auteur soutient que sans la loi, nous sommes libres. Mais cette liberté est très limitée parce qu'elle peut prendre fin là où commence la liberté du plus fort. Il faut donc la loi pour assurer à chacun une véritable liberté. Donc ici, qu'est-ce que l'auteur dit dans son texte? L'auteur dit qu'il faut la loi pour assurer une véritable liberté. Parce que sans la loi, la liberté que nous avons, elle est limitée. Donc, la question qu'on pourrait se poser, la loi est-elle garante de la liberté de l'individu? Ou la loi peut-elle garantir la liberté de l'individu? Et donc, c'est cette question qui a sûrement été à l'origine de cette réponse. Voici comment il faut procéder pour dégager le problème en commentaire de texte philosophique. Et donc, le problème ne se trouve pas en réalité dans le texte, mais le problème se conçoit, s'imagine, se devine à partir de ce qui est écrit dans le texte. Après le problème, comme on l'a vu, on a la thèse de l'auteur. La thèse, c'est la position de l'auteur, la réponse que l'auteur donne au problème dans le texte. Donc, comment on trouve la thèse? Contrairement à une idée reçue, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, la thèse n'est pas toujours une phrase que l'on peut simplement copier et coller du texte. La thèse de l'auteur, ce n'est pas forcément une phrase qui se trouve dans le texte que l'on va copier-coller. Parfois, c'est le cas, mais très souvent, ce n'est pas le cas. Voici les étapes à suivre. Il faut lire attentivement le texte. Il faut d'abord lire le texte plusieurs fois pour comprendre ce que l'auteur dit concrètement par rapport à la question posée. Une fois le texte lu, vous devez identifier l'idée principale que vous en tirez. Ensuite, vous devez transcrire ce que vous avez compris dans votre propre langage. Même si aucune phrase du texte ne mentionne la thèse mot pour mot, l'idée y est présente et vous devez la transformer en une phrase affirmative claire. Ça veut dire quoi? Lorsque vous vous trouvez en face d'un texte, très souvent, il n'existe pas de mots, de phrases concrètes qui élucident de façon claire la thèse de l'auteur.
mais vous pourrez constater très souvent l'idée de l'auteur qui est présente. Et donc, comme vous n'avez pas une phrase concrète dans le texte qui énumère clairement l'idée de l'auteur, mais vous avez l'idée de l'auteur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement prendre cette idée que vous avez compris à partir du texte, puis transcrire l'idée dans une phrase par vous-même, bien entendu, pour construire ce qu'on appelle la thèse de l'auteur. Donc, la thèse, c'est ce qu'on pense que l'auteur a dit dans le texte. Et donc, nous allons transcrire cela. Souvent, une phrase facile peut nous aider dans le texte et cette phrase, en réalité, renvoie à la thèse. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Il va falloir transcrire vous-même dans votre propre mot la thèse de l'auteur. On a aussi ce qu'on appelle l'antithèse. L'antithèse, c'est une autre réponse différente de la réponse que donne l'auteur. On a l'intention de l'auteur. L'intention de l'auteur dans le texte, c'est l'objectif de l'auteur lorsqu'il écrit le texte devant lequel vous vous trouvez. Pour trouver l'intention, il faut questionner la thèse. Par exemple, si l'auteur dans un texte nous dit que l'État a besoin de se servir de la religion pour atteindre ses objectifs, on va se demander, mais pourquoi l'auteur nous dit que l'État a besoin de la religion pour atteindre ses objectifs? La réponse, c'est qu'il veut nous montrer l'importance de la religion dans la société, ou bien l'importance de la religion dans l'exercice du pouvoir de l'État. Et donc, l'intention, c'est ça. L'objectif de l'auteur, c'est que l'auteur vise lorsqu'il écrit le texte. Et donc, on va interroger la thèse pour trouver l'intention. Pourquoi l'auteur nous dit ça? Et donc, la réponse immédiate qui vient à notre esprit, c'est ce qu'on va appeler, la réponse évidente qui paraît à notre esprit, c'est ce qu'on va appeler l'intention de l'auteur. Après l'intention de l'auteur, vient ce qu'on appelle l'enjeu. L'enjeu, c'est l'objectif lointain. J'ai envie de dire le grand frère de l'intention. Donc, et encore, cet objectif lointain, l'auteur ne nous le dit pas lui-même. C'est nous-mêmes qui allons le chercher. Pour le trouver, il faut s'assurer d'avoir trouvé avec exactitude l'intention. Puis, questionner cette intention en utilisant le mot pourquoi. Par exemple, si dans un texte, l'intention de l'auteur est de nous montrer l'importance de la religion dans la société, on va se poser la question, pourquoi l'auteur nous montre l'importance de la religion dans la société? La réponse évidente, c'est que c'est tout simplement parce qu'il veut que nous la pratiquions. En un mot, c'est pour notre bien, donc notre bonheur. Donc l'enjeu ici, c'est le bonheur. Un autre exemple, si par exemple, dans un texte, l'intention de l'auteur, c'est de nous montrer les éléments constitutifs du psychique humain, on va se demander pourquoi l'auteur veut nous montrer les éléments constitutifs du psychique humain. C'est sûrement pour nous instruire sur la question. C'est pour nous apporter en quelque sorte la connaissance. Donc, dans ce cas de figure, l'enjeu, c'est la connaissance. L'enjeu, c'est donc la visée lointaine de l'auteur à notre égard, à l'égard de la société, à l'égard de l'État, d'une institution quelconque, etc. Il s'agit aussi de ce que nous gagnons en étudiant le texte. Et donc, c'est ça l'enjeu, l'objectif lointain de l'auteur. Et pour trouver cet objectif lointain de manière efficace, il faut interroger l'intention en utilisant l'expression pourquoi. Pourquoi l'auteur veut nous faire ça? Pourquoi l'auteur fait ça? Ainsi, la réponse évidente qui va apparaître, c'est cette réponse qui va renvoyer en réalité à ce qu'on va appeler l'enjeu du test. Après l'enjeu vient ce qu'on appelle la structure logique. La structure logique, c'est la division du test en parties selon l'articulation des idées de l'auteur. Après cette division, on attribue des titres selon l'idée dominante de chaque partie. Ce qui signifie quoi? Lorsque vous êtes en face d'un test, quand vous lisez le test, vous serez appelé à diviser le test en parties selon l'idée dominante, selon l'idée qui domine les parties en question. Une fois cela fait, vous allez attribuer un titre à chaque partie. Et donc, vous serez appelé à diviser un test en 2 parties ou 3 parties. Mais on ne divise jamais un test en une partie. Lorsque c'est une partie, il ne s'agit plus d'une division. Voilà, c'est un peu cela. Et donc, cet ensemble d'éléments, c'est-à-dire les éléments de la grille de lecture que nous avons vu, notamment le thème du test, le problème, la thèse, l'antithèse, l'intention, l'enjeu, la structure logique, tous ces éléments, on va les appeler les éléments de la grille de lecture. Et ces éléments de la grille de lecture sont ce qu'on appelle la problématique du test. Et donc, pour faire le commentaire du test philosophique, il faut au préalable dégager la problématique du test, c'est-à-dire
tous les éléments de la grille de lecture. Sans cet exercice préalable, vous ne pouvez rédiger de façon réussie ou avec succès un commentaire de test philosophique proprement parlé. Et donc, nous allons faire une pratique au cours de laquelle nous allons dégager la problématique de deux tests afin de vous permettre de mieux appréhender les choses et comprendre mieux la suite du cours. Donc, exercice d'application. On se servira dans cet exemple illustratif de deux tests. Le premier test, c'est un test de Bentham, extrait du traité de législation civile et pénale. Le deuxième test, c'est un test de Pascal, extrait de son œuvre Pensée. Donc, voici le premier test, on va le lire ensemble. Pour combattre toutes les espèces de délits dont la nature humaine est capable, l'État n'a que deux grands moyens, les peines et les récompenses. Les peines pour être appliquées à tous et dans les occasions ordinaires. Les récompenses pour être réservées à un petit nombre et dans les occasions extraordinaires. Mais cette administration des peines et des récompenses est souvent contrariée ou égarée, ou rendue impuissante, parce qu'elle n'a pas les yeux pour tout voir et des mains pour tout atteindre. Pour suppléer à cette insuffisance du pouvoir humain, on a cru nécessaire, ou du moins utile, d'inculquer dans les esprits la croyance en un pouvoir qui s'applique au même but et qui n'a pas les mêmes imperfections. Le pouvoir d'un être suprême, invisible, auquel on attribue la disposition de maintenir les lois de la société, de punir et de récompenser de manière infaillible les actions que les hommes n'ont pu ni récompenser ni punir. Tout ce qui sert à conserver et fortifier parmi les hommes cette crainte du juge suprême est compris sous le nom général de religion. Et pour la clarté du discours, on parle souvent de la religion comme on parlerait d'un être distinct, d'un personnage allégorique auquel on attribue telle ou telle fonction. Ainsi, diminuer ou pervertir l'influence de la religion, c'est diminuer ou pervertir dans la même proportion les services que l'État en retire pour réprimer le crime ou encourager la vertu. Bentham, traité de législation civile et pénale. On va encore relire le test. Pour combattre toutes les espèces de délits dont la nature humaine est capable, l'État n'a que deux grands moyens, les peines et les récompenses. Les peines pour être appliquées à tous et dans des occasions ordinaires, les récompenses pour être réservées à un petit nombre et dans les occasions extraordinaires. Mais cette administration des peines et des récompenses est souvent contrariée ou égarée, ou rendue impuissante, parce qu'elle n'a pas des yeux pour tout voir et des mains pour tout atteindre. Pour suppléer à cette insuffisance du pouvoir humain, on a cru nécessaire, ou du moins utile, d'inculquer dans les esprits la croyance en un pouvoir qui s'applique au même but et qui n'a pas les mêmes imperfections. Le pouvoir d'un être suprême invisible auquel on attribue la disposition de maintenir les lois de la société, de punir et de récompenser de manière infaillible les actions que les hommes n'ont pu ni récompenser ni punir. Tout ce qui sert à conserver et fortifier parmi les hommes cette crainte du juge suprême est compris sous le nom général de religion. Et pour la clarté du discours, on parle souvent de la religion comme on parlerait d'un être distinct, d'un personnage allégorique auquel on attribue telle ou telle fonction. Ainsi, diminuer ou pervertir l'influence de la religion, c'est diminuer ou pervertir dans la même proportion les services que l'État en retire pour réprimer le crime ou encourager la vertu. Voilà, nous avons lu le test et qu'est-ce qu'on comprend dans ce test? Je vous le répète, lorsque vous êtes en phase d'un test de commentaire philosophique, faites la lecture au moins 3 fois. Lisez, relisez, relisez. Car à force de lire, vous comprenez mieux de quoi il est question dans le test. Donc ici, lorsque l'auteur dit pour combattre toutes les espèces de délits dont la nature humaine est capable, l'État n'a que deux grands moyens, les peines et les récompenses. Donc on voit automatiquement qu'il s'agit ici des actions de l'État. Comment l'État parvient à maintenir l'ordre dans la société? Comment l'État parvient à maintenir l'ordre dans la société, à mettre fin aux délits de la société? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il punit
et il récompense. Donc, on a les peines et on a les récompenses. Mais plus loin, on voit que cette administration des peines et des récompenses est souvent contrariée ou égarée ou rendue impuissante. Donc, même ces actions de l'État, notamment les peines et les récompenses qu'il utilise en vue de restaurer l'ordre social, ces actions en réalité sont limitées. Et donc, quelle est la solution? Pour suppléer à cette insuffisance du pouvoir humain, on a cru nécessaire ou du moins utile d'inculquer dans les esprits la croyance en un pouvoir qui s'applique au même but et qui n'a pas les mêmes imperfections. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'auteur, il présente les actions, les moyens d'action de l'État. Mais en même temps, il dit que ces moyens d'action de l'État sont limités, sont impuissants. Et donc, il faut faire appel aussi à la religion. Donc, comme thème de ce texte, on pourrait dire les moyens d'action de l'État. Ou une autre personne pourrait dire tout simplement l'État et la religion. Donc, thème, on a dit l'État et la religion. Le problème, ça sera quel est le rapport entre l'État et la religion? Quel est le rapport entre l'État et la religion? Donc ici, il doit y avoir toujours un rapport entre le problème et le thème. Le thème ne peut pas parler de l'État et la religion, et puis le problème va parler du mythe ou de l'art ou bien de la philosophie. C'est bizarre, c'est étrange. Et donc, il faudrait qu'il y ait un lien étroit entre le problème et le thème. Quelle est la thèse de l'auteur? Quel est le rapport entre l'État et la religion? Quelle est la réponse que l'auteur donne cela? Et selon l'auteur, le rapport, c'est que le pouvoir de l'État étant limité, il faut que l'État se serve de la religion pour atteindre ses objectifs. L'antithèse, l'État doit se passer de la religion pour pouvoir atteindre ses objectifs. L'intention. On a dit que pour trouver l'intention, qu'est-ce qu'on va faire? On va interroger la thèse. Pourquoi? Pourquoi l'auteur dit que le pouvoir de l'État étant limité, il faut qu'il se serve de la religion pour atteindre ses objectifs? Pourquoi l'auteur dit cela? Pourquoi l'auteur dit que l'État a besoin de la religion pour atteindre ses objectifs? Si l'auteur dit cela, c'est que tout simplement, il veut amener chaque État à se servir de la religion comme moyen d'action. Donc, c'est l'intention de l'auteur. L'enjeu, pourquoi l'auteur veut amener chaque État à se servir de la religion comme moyen d'action? Eh bien, c'est pour parvenir à l'objectif principal qui est l'ordre social. C'est pour que l'ordre social soit réel. Et donc, l'enjeu, c'est l'ordre social. Et ici, on va faire quelque chose, on va problématiser l'enjeu. Ça nous sera d'une utilité très capitale plus tard. On va mettre en rapport l'enjeu, on va mettre en rapport l'enjeu et la thèse de l'auteur pour formuler une question fondamentale. Et cette question nous sera d'une utilité capitale lors de notre commentaire de texte philosophique. Et donc la thèse, le pouvoir de l'État étant limité, il faut qu'il se serve de la religion pour atteindre ses objectifs. Et donc si l'État se sert de la religion, il va atteindre son objectif qui est l'ordre social. Donc l'enjeu, on va les mettre ensemble pour formuler une question fondamentale. On dira, la religion peut-elle contribuer à maintenir l'ordre social? Il nous reste ce qu'on appelle la structure logique. On a dit tout à l'heure que la structure logique, c'est la division du texte en des parties, selon l'articulation des idées de l'auteur. Ce texte peut être divisé en deux parties. La première partie commence de la ligne 1 à la ligne 7. C'est-à-dire, pour combattre jusqu'à ici, tout atteindre. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'auteur présente les moyens d'action de l'État. Il parle des peines, il parle des récompenses, tout ça, ce sont les moyens d'action de l'État. Mais à partir d'ici, il dit pour suppléer à cette insuffisance, et donc ici, il a montré les moyens d'action de l'État et leurs limites. Et ici, maintenant, il vient montrer maintenant la religion comme aussi un autre moyen d'action de l'État. Et donc, ce texte peut être divisé en deux parties. Première partie part de la ligne 1 à la ligne 7, soit de pour combattre jusqu'à tout atteindre. L'idée principale qu'on peut attribuer les moyens d'action de l'État et leurs limites. La deuxième partie part de la ligne 7 à la ligne 20, soit de pour suppléer jusqu'à la vertu. Idée principale, la religion comme suppléant des limites du pouvoir de l'État. Et donc, comme les autres moyens d'action de l'État sont limités, il faut envoyer la religion pour combler cela, pour atteindre l'objectif proprement parlé. Et donc, la religion, c'est un suppléant, c'est un autre moyen d'action. Voilà, c'est un peu cela. Voilà, c'est ainsi qu'on dégage la problématique d'un texte. On va passer à un autre exemple de texte. Le texte numéro 2.
La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable. La pensée fait la grandeur de l'homme. Je peux concevoir un homme sans main, pied, tête, mais je ne peux concevoir l'homme sans pensée. Ce serait une pierre ou une brute. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait penser. C'est de là qu'il nous faut relever, et non de l'espace et de la durée que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Nous reprenons. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable. La pensée fait la grandeur de l'homme. Je puis concevoir un homme sans main, pied, tête, mais je ne puis concevoir l'homme sans pensée. Ce serait une pierre ou une brute. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait penser. C'est de là qu'il nous faut relever, et non de l'espace et de la durée que nous ne serons remplis. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Ici, quand on lit les textes, qu'est-ce qu'on constate? Ici, l'auteur fait une sorte d'éloge de l'être humain. Il montre en fait une qualité essentielle de l'homme. Et cette qualité, c'est que l'homme est un être qui pense. Contrairement aux autres créatures terrestres, l'homme est un être qui pense. Et c'est cette pensée-là qui fait la grandeur de l'homme. Voilà. Et donc ici, l'auteur présente la grandeur de l'homme dans ce texte. Donc le thème, c'est quoi? La grandeur de l'homme. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? Qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? La thèse de l'auteur dit que c'est la pensée qui fait la grandeur de l'homme. Non, pas mis l'antithèse, mais c'est pas grave. L'intention de l'auteur, c'est quoi? L'intention de l'auteur, lorsque l'auteur dit c'est la pensée qui fait la grandeur de l'homme, qu'est-ce qu'il vise? Quel est son objectif? Pourquoi il nous dit ça? Son objectif, bien entendu, c'est de nous montrer la particularité de l'homme parmi les créatures terrestres ou encore la singularité de l'homme parmi les créatures terrestres. Voilà, mettez S à terrestre ici. L'enjeu ici, c'est la responsabilité. Pourquoi l'auteur nous montre la particularité ou la singularité de l'homme parmi les créatures terrestres? C'est parce qu'il veut que l'homme soit responsable, qu'il prenne conscience de ce qu'il est et qu'il soit responsable. Donc l'enjeu, c'est la responsabilité. Et donc, on va problématiser cet enjeu-là. Donc ici, c'est la pensée qui fait la grandeur de l'homme. Donc la pensée ici, en réalité, il s'agit de la conscience. En ce moment, l'enjeu problématisé, on va dire quoi? La conscience responsabilise-t-elle l'homme ou bien on pourrait laisser tout simplement la pensée responsabilise-t-elle l'homme? Structure logique. Ce test de Blaise Pascal peut être divisé en deux parties. La première partie commence ici et ça finit ici, soit de la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc de la ligne 1 à la ligne 6. Et la deuxième partie part de la ligne 7 à la ligne 20. Voilà. Voilà, donc première partie de la ligne 1 à la ligne 6, la grandeur jusqu'à une brute. L'idée principale, c'est la grandeur de l'homme. L'auteur met en lumière la grandeur de l'homme. Deuxième partie qui part de la ligne 7 à la ligne 12, soit de l'homme jusqu'à la morale. L'idée principale, c'est la victoire de la pensée sur l'univers. Voilà, c'est un peu cela. Et donc, lorsque on vous donne un test, vous devez être à mesure de dégager la problématique du test, c'est-à-dire tous les éléments de la grille de lecture. C'est l'exercice préalable. Sans cet exercice préalable, ne vous aventurez pas dans un commentaire du test philosophique. Et donc, raison pour laquelle j'ai tenu à parler de ça d'abord avant que nous puissions commencer le commentaire proprement parlé. Je pense que vous avez compris cette leçon. Vous pouvez télécharger, vous pouvez à présent télécharger la fiche de ce cours via le lien de cette formation. On se retrouve donc à la séance prochaine.